Bienvenue sur la chaîne YouTube d'Astroval, l'association d'astronomie de la vallée de Joux. J'aurais 5 minutes. Oui, voilà, c'est ça. Ah, super. Je vous laisse aller. Ok. Bon. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis désolé pour ce problème de son. Donc, je vais essayer de parler un peu plus fort, ce qui n'est pas forcément évident. Mais enfin, on va essayer comme ça. Et en espérant que ceux qui seront à distance, effectivement, avec ça, arriveront à comprendre correctement. Alors, aujourd'hui, deuxième volet, deuxième brique de la déconstruction de notre réalité, de ce que vous pensez de la réalité, c'est une interrogation très simple. Qu'est-ce que c'est qu'une loi en physique? Et on pourrait dire, d'ailleurs, on pourrait généraliser, qu'est-ce que c'est qu'une loi dans les sciences? Est-ce que l'on sait vraiment de quoi on parle quand on parle de loi en physique? Alors, il ne faut peut-être pas non plus qu'il se mette à débloquer celui-là. Alors, maintenant, c'est ici. Voilà, bon, on va faire comme ça. Donc d'abord, regardons la partie définition classique, standard, d'une théorie. On va parler de théorie physique et de l'empirisme. Si on prend une loi physique, des sciences physiques, elles sont fondées sur 3 piliers. L'observation des phénomènes, enfin, de phénomènes en général, et de la régularité de ces phénomènes. On constate un certain nombre de choses dans la nature, on observe, et on voit que, par exemple, il y a des choses qui se répètent régulièrement. Par exemple, le soleil, vous le voyez se lever toujours à l'est le matin et se coucher à l'ouest, et jusqu'à présent, tous les jours, ça se répète. Deuxième pilier, la mesure des paramètres caractéristiques des grandeurs liées à un phénomène donné. Ce qui veut dire que, par exemple, toujours en prenant ce soleil, on voit le soleil se lever, mais on va faire un peu plus que ça. On va mesurer l'heure d'apparition à l'horizon, l'heure de disparition à l'horizon à l'ouest le soir, et puis on va essayer de regarder la position angulaire dans le ciel en fonction d'une horloge de référence. Donc, on va mesurer un certain nombre de choses, on va essayer de quantifier ce phénomène, ou du moins certaines caractéristiques de ce phénomène. Troisième pilier de toutes les théories physiques, à partir de ce que l'on voit, de ce que l'on reconnaît comme une régularité, comme un phénomène qui se déroule régulièrement, donc qui présente quelque chose qui a un intérêt pour nous, puisque ça se répète, donc c'est intéressant. Et à partir du moment où on a fait des mesures sur cette régularité, donc on est capable de les coucher sur une feuille de papier, on va essayer d'en tirer des lois mathématiques. Pourquoi? Pourquoi a-t-on besoin des lois mathématiques? Pourquoi ne se contente-t-on pas, comme ont fait les anciens, d'avoir des tables de mesure, des tables de chiffres relevées en fonction des heures avec des positions en disant, voilà, à telle heure, le soleil était à telle position, à tel angle, etc. Pourquoi ne pas se limiter à des tableaux et pourquoi vouloir absolument introduire les mathématiques? Alors, qu'est-ce que c'est que les mathématiques? On va être amené à se poser la question de la nature des mathématiques. Et on va aboutir, bien sûr, à la réponse, c'est que les mathématiques, ce ne sont qu'un langage. Et c'est un langage élaboré par l'homme. Et ça, c'est un problème. Parce qu'à partir du moment où le langage est élaboré par l'homme, ça veut dire que ce langage mathématique, aussi précis et aussi dépouillé qu'il soit, il est né dans notre cerveau, il est né de notre logique, il est né de tout ce que l'on connaît. Il est simplement le reflet de la logique qui elle-même repose sur notre expérience du monde depuis notre naissance jusqu'à notre mort. Autrement dit, quand on est, on voit un certain nombre de choses, on voit des phénomènes, on voit des choses régulières qui se passent, on interagit avec d'autres personnes, on interagit avec la nature. Et donc, ce sont ces interactions qui nous enrichissent, qui font de nous des êtres pensants, des êtres réfléchissants, enfin qui réfléchissent, des êtres effectivement aussi d'interaction. On ne peut pas vivre seul, ce n'est pas possible. Donc,
Voilà, ça forme un ensemble cohérent et de cet ensemble cohérent va naître toute une pensée, toute une construction mentale qui va, entre autres, déboucher sur une logique. Et cette logique, elle va différer d'un peuple à un autre. Par exemple, on s'est rendu compte que dans l'histoire chinoise, les mathématiques ne sont apparues que très tardivement. Les Chinois n'avaient pas besoin de théories mathématiques au sens où nous, on les utilisait à partir du XVIIe siècle. Les théories mathématiques sont arrivées en Chine bien plus tard. Pourquoi ? Parce que leur logique, leur perception, leur civilisation reposaient sur d'autres a priori, sur d'autres phénomènes, sur d'autres conceptions de la nature qui faisaient que les mathématiques, ce n'était pas quelque chose dont ils ont eu besoin. Nous, on a eu besoin en Occident de développer ces mathématiques. En Chine, ce n'était pas absolument nécessaire. Mais au départ, dans la Grèce antique, on a commencé à développer les mathématiques, on a développé un certain nombre de choses, mais la notion de zéro, par exemple, nous est venue d'Inde. On n'avait pas besoin de zéro. Pourquoi ? Parce que zéro, c'était rien. Donc, pourquoi avoir un nombre qui représente quelque chose qui n'est rien ? Et puis, petit à petit, les choses, bien sûr, ont interagi les unes avec les autres. Donc, on a interagi avec les Indiens, on a interagi avec les Arabes, enfin, on a interagi avec un certain nombre de peuples. Et tout ceci a fait qu'on est arrivé à une certaine homogénéisation. Et maintenant, quand vous parlez à des Chinois de mathématiques, ils comprennent parfaitement bien. Il n'y a pas de souci. Ils sont même capables de nous dépasser dans beaucoup de domaines. Il n'y a aucun problème. Mais, à la base, les mathématiques ne sont qu'un langage construit par l'homme. Pourquoi ? Les mathématiques, on va le voir après derrière, mais très rapidement, les mathématiques, c'est un langage qui a quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'il n'est pas polysémique. Quand on dit quelque chose, il y a un sens unique. Un symbole mathématique a un sens unique et il n'y a aucune interprétation. Que ce soit en chinois, en arabe, en russe, en français, en anglais, ça aura exactement la même signification. L'énoncé sera différent, s'écrira différemment, mais la compréhension du symbole mathématique sera strictement la même dans toutes les langues. Et ça, c'est unique. Et c'est pour ça que les mathématiques sont si intéressantes. Il n'y a aucune interprétation possible d'une loi mathématique. Une loi mathématique, si on écrit que 2 égale 2, ça aura le même sens partout. Il n'y a pas de dire, oui, mais 2, quand on dit égal, ça veut dire peut-être presque. Non, c'est égal ou ça ne l'est pas. C'est extrêmement simple. Donc, c'est à la fois stérilisant très fortement vis-à-vis de la pensée parce que ça vous enferme dans une pensée unique, sans possibilité d'en sortir. Et en même temps, c'est très puissant parce que ça permet d'être un outil d'intercommunication avec d'autres personnes qui permettent d'aboutir au même résultat. On verra que c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe malheureusement, mais le principe, c'est ça. Revenons maintenant sur l'observation des phénomènes, le premier pilier. Cette observation, elle se fait parce que nous sommes en interaction avec la nature. Et nous sommes en interaction avec la nature de quelle façon ? Par nos sens de perception. Si on était privé de nos sens de perception, on n'aurait même pas idée de ce qu'il y a autour de nous. La nature, pour nous, n'aurait aucun sens. Ce qui veut dire aussi que la représentation que l'on se fait de la nature est totalement liée et totalement dépendante de nos sens perceptifs. C'est tellement vrai que si vous regardez l'histoire technologique des instruments scientifiques, c'est toujours le prolongement, l'amélioration d'un sens particulier de l'homme. La lunette astronomique, par exemple, puis les télescopes et maintenant le télescope spatial, ce n'est rien d'autre qu'un œil perfectionné. Très perfectionné, bien au-delà de nos capacités visuelles, ça je vous l'accorde, mais ce n'est qu'un œil. Ce n'est que le sens de la vision tel que nous, on le conçoit. Notre œil reçoit des photons, notre cerveau construit des images, le télescope spatial reçoit des photons et l'ordinateur qui est derrière construit des images qui le renvoient à la Terre. C'est exactement le même principe. Et ces logiciels de construction d'images, on les a fait à l'image de notre perception visuelle, de notre connaissance du fonctionnement de notre cerveau pour restituer des images.
Donc, en fait, quand on dit qu'on a des instruments scientifiques, on se projette dans ces instruments scientifiques sur la nature. Est-ce que l'image que l'on a par ces télescopes qui sont des instruments extraordinaires, moi je suis fasciné par des images de Hubble, par exemple, qui va être remplacé très prochainement par James Webb, je suis fasciné par ces images. Mais en même temps, à chaque fois que je vois une image, je me dis, mais ce que je vois, est-ce bien la réalité? Ce que je vois, c'est simplement ce que mon œil verrait s'il était beaucoup plus performant. Mais je vois quoi? Des photons. Je vois des photons qui viennent de quoi? De la surface des objets. Est-ce que pour ça, ça me permet de dire que je connais l'objet? Non, je connais uniquement la lumière émise par la surface de l'objet. C'est très différent de connaître l'objet. Par exemple, je vous regarde. Là, j'ai une vision directe de vous. Donc, j'ai des photons qui arrivent de vous et qui me donnent une image rétinienne bien particulière. Mais si je regardais votre image dans la glace, je verrais exactement la même chose. Et pourtant, là, on parlerait vraiment d'une image virtuelle créée dans la glace. Donc, quelle est la différence entre cette image virtuelle vue dans la glace et ce que nous appelons la réalité? Est-ce que cette réalité correspond bien à la réalité avec un R majuscule? Certainement pas. Nous ne percevons qu'une apparence. Et nous construisons un certain nombre d'idées, de pensées, à partir de régularités que nous attribuons à ces objets en disant il y a des régularités que l'on observe sur ces objets, mais ce sont des régularités dues à nos systèmes de perception. Nous les qualifions de régularités parce que nos systèmes de perception les voient comme tels. Mais est-ce qu'on est bien sûr que ça correspond à la nature profonde d'un objet? Absolument pas. On n'a aucune idée de ça. Nous construisons des idées théoriques, nous construisons des idées mathématiques par rapport à des apparences, à des interactions à distance. C'est tout. Donc effectivement, tout ce que l'on voit, tout ce que l'on construit, toutes les lois reposent sur, du moins découlent de nos perceptions à travers tout un certain nombre de process de classement mathématique, d'ordonnancement et de modèles mathématiques qui sont construits. Alors, il y a un phénomène qui échappe à cette définition, à cette explication. Ce sont les ondes gravitationnelles. Parce que les ondes gravitationnelles, nos sens perceptifs humains n'avaient aucune possibilité de les détecter. Nous ne sommes pas appareillés physiquement pour détecter ces ondes gravitationnelles. Du moins, autant qu'on puisse le savoir, nos sens de perception sont incapables de percevoir les ondes gravitationnelles. Or, ces ondes gravitationnelles ont été découvertes par hasard comme une conséquence des équations écrites par Einstein. C'est-à-dire qu'Einstein a imaginé un certain nombre de choses, il a eu une pensée, et une pensée qui dépassait complètement sa capacité de perception. Quand Einstein a dit la lumière, la vitesse de la lumière est la même dans tous les repères de coordonnées, il ne le percevait pas, ça. Il a imaginé, il a fondé l'hypothèse que ceci était vrai. C'est une création de l'esprit qui est capable d'aller au-delà du système de perception. Et c'est là où est véritablement la puissance humaine, c'est cette capacité d'aller au-delà de notre perception, d'aller au-delà de notre perception de la réalité, de notre conception de la réalité. Il y a quelque chose en nous qui est capable d'émettre des idées sur ce qu'est la réalité sans aucune référence à notre perception de cette réalité. Alors on pourrait dire, mais d'où vient cette capacité créatrice? Là, je vous laisse le choix d'y répondre. Ça sort complètement du thème de cette conférence, mais c'est un sujet éminemment passionnant. Est-ce que c'est simplement un arrangement neuronal qui nous permet d'arriver à cette conclusion-là?
ou est-ce qu'il faut aller au-delà d'un arrangement neuronal? Et là, on tombe purement dans la métaphysique, chose que je ne veux pas faire ici, parce que ça, c'est du domaine de l'intime et du domaine de la réflexion personnelle. Bon. Maintenant, accepter l'existence de phénomènes, c'est quoi? Il faut déjà se mettre d'accord sur le terme de phénomène. Un phénomène, là, je vous ai mis une définition qui est à peu près cohérente, est une modification dynamique d'un ensemble d'objets localisés ou un état d'équilibre remarquable pendant un intervalle de temps suffisant. Je m'explique. Il y a deux choses, il y a deux parties dedans. Soit un phénomène, c'est une modification dynamique, c'est-à-dire que l'on voit quelque chose qui bouge, qui évolue, qui change. Soit un objet qui se déplace, le soleil qui se déplace dans le ciel, soit par exemple un cube de glace qui va se mettre à fondre, parce qu'il est au soleil et que ça fond. Donc c'est un changement d'état dynamique. Et là, on va parler de phénomène. Mais si quelque chose ne bouge pas, est-ce que l'on peut encore parler de phénomène? Reprenons notre idée du soleil, on voit une étoile dans le ciel. Cette étoile dans le ciel, si on la regarde pendant un instant, enfin un temps relativement court, elle ne bougera pas pour nous. Surtout si on la regarde à l'œil nu, on n'aura aucune possibilité de voir si cette étoile a effectivement bougé. En fait, elle va bouger parce que la Terre va tourner, donc elle va bouger quand même, mais on pourrait se dire que cette étoile est fixe dans le ciel. Et d'ailleurs, c'est ce que disaient les anciens. Les anciens parlaient de la sphère des fixes. Mais est-ce qu'on peut qualifier cette étoile qui reste immobile dans le ciel de phénomène? Est-ce que c'est un phénomène? Est-ce que l'immobilité, l'invariabilité est un phénomène? Oui. Oui, à condition que cette invariabilité soit suffisamment stable. Si une invariabilité est suffisamment stable, on peut dire que c'est un phénomène, dire que par exemple, telle étoile est fixe. C'est une affirmation que l'on va traduire par une équation mathématique en disant qu'elle garde toujours telle direction, on va toujours trouver un moyen de le modéliser mathématiquement, mais c'est un phénomène aussi. Donc, soit il y a changement dynamique, soit il y a conservation d'un certain état pendant un intervalle de temps suffisant. Alors, j'ai rajouté pendant un intervalle de temps suffisant, pourquoi? Parce que cette étoile, maintenant nous le savons, elle a une durée de vie bien supérieure à notre vie d'homme. Mais si on était capable de la regarder pendant très longtemps, d'un temps comparable à sa vie, on verrait cette étoile naître, être stable et disparaître. Par exemple, dans une explosion de supernova. Et là, on aurait à ce moment-là un autre phénomène. Cet autre phénomène, ça serait l'objet étoile et la vie, l'évolution de l'étoile. Et on parlerait du phénomène d'évolution des étoiles depuis leur création par assemblage moléculaire de gaz, l'allumage, la vie de cette étoile, sa combustion, et sa fin par une explosion. Et là, l'ensemble ferait un seul phénomène qui est la vie d'une étoile. Alors, une étoile bleue, une étoile rouge, peu importe. D'accord? Bon. Donc, la notion de phénomène, déjà, n'est pas quelque chose de simple. Soit on parle de phénomène statique, mais à ce moment-là, il faut un certain laps de temps suffisant. Soit on va parler de changement dynamique, et là, effectivement, il faut qu'on soit capable de voir cette dynamique. Soit de la voir dans un temps raisonnable aussi, soit d'être capable de mesurer des petites variations lentes, ce qui fait qu'on ne voit pas, nous on ne perçoit pas cette variation, mais que les instruments qui la mesurent, qui eux sont beaucoup plus perfectionnés que nos sens, qui sont le prolongement de nos sens, mais de façon beaucoup plus perfectionnée, vont bien voir effectivement une évolution. Donc effectivement, voilà les deux types de phénomènes que l'on voit. Je serais tenté de dire, c'est un peu court. Est-ce que dans la nature, il n'y a vraiment que ces deux types de phénomènes? Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres? Personnellement, je ne sais pas répondre parce que je n'ai jamais rien vu d'autre, et vous non plus. Mais je ne suis absolument pas sûr, je ne pourrais pas affirmer qu'il n'y a pas d'autres catégories de phénomènes.
Et on va le voir dans une autre conférence plus tard, on en reparlera. Alors, voilà un exemple. J'en ai profité, là, c'est une jolie photo, donc profitons-en un petit peu. Ceci pour vous montrer simplement un phénomène statique. Vous êtes au sommet d'une montagne, vous avez une vallée en dessous, ça c'est pris dans les Alpes, et puis vous avez des nuages qui flottent au-dessus de vous, qui sont à peu près au niveau du lieu où la personne se trouve, c'est à peu près la même altitude. Mais qu'est-ce que l'on fait quand on regarde une image comme ça? On voit d'abord les rochers au premier plan, qui sont à quelques mètres de vous. Ensuite, vous avez un second plan, vous avez un site industriel, puis une espèce de village, plusieurs villages qui sont dans la vallée. Vous avez des montagnes en troisième plan. Vous avez un lac encore plus loin. Vous avez encore une autre rive encore plus loin. Et puis, tout à fait au bout, vous avez une zone nuageuse. On pourrait dire, ceci est la photographie, c'est une image de la réalité à un instant donné. Ben non. Non, parce que les photons qui viennent des rochers, ils vont arriver plus vite à votre œil que ceux qui viennent de la vallée, plus vite que ceux, etc., etc. Donc, en fait, ce qu'on va avoir, c'est une superposition de photons qui n'ont pas le même âge. Donc, ce que l'on voit, ce n'est pas du tout un état de ce paysage à un instant donné. C'est une mosaïque d'états différents en fonction de la distance. Est-ce que l'on peut voir l'état d'un ensemble naturel à un instant donné? Non, c'est absolument impossible. Il y aura toujours quelque chose qui va dépasser ou qui sera en retard. On ne peut pas voir le présent. Le présent dans la nature nous est définitivement inaccessible. Même si je regarde ma main, la position de mes doigts n'est pas exactement à la même par rapport à mon œil. Et j'ai des images de mon pouce, par exemple, qui vont arriver avant celles des autres doigts. Je ne peux pas voir le présent. Le présent nous est interdit. Même quand je parle, vous recevez mes paroles avec un très léger décalage par rapport à ce que je dis. Donc, on est toujours dans le passé, mais un passé, excusez-moi, composé dans le sens où il est une multitude de sources différentes. On est incapable de dire l'état du monde, l'état de la nature, l'état de ce que j'observe, c'est l'état à l'instant T0. Ça, c'est impossible. En mathématiques, on sait l'écrire, mais ça correspond à rien. Autrement dit, on sait écrire en mathématiques quelque chose qu'on est incapable d'observer dans la nature. Et là, il commence à y avoir un écart, un problème entre le langage mathématique et ce que l'on voit vraiment. Le langage mathématique, lui, ça ne le gêne pas de dire il y a un instant T0, c'est une convention, aucun problème. Sauf que cet état d'un objet à un instant T0, elle ne correspondra jamais à aucune observation. Elle ne peut pas correspondre à l'observation. Donc, de toute façon, déjà, on introduit des erreurs. Les mathématiques sont un langage, mais qui ne correspond pas à la réalité, qui a été développé par l'homme. C'est un outil pratique, mais qui ne peut pas et qui ne pourra jamais décrire la réalité. Parce que la réalité telle qu'on la voit et telle que l'on rentre les données dans ces équations mathématiques, c'est déjà un écart par rapport à ce que l'on voit, parce qu'on est obligé de faire des corrections de distance, etc., par rapport à tout ce que l'on voit. Donc, on introduit des erreurs. Donc, de toute façon, le modèle mathématique ne peut pas dire la vérité avec un grand V. Ça, ce n'est pas possible. Donc, déjà, ça renvoie à leurs études. Tous les scientifiques qui disent « nous sommes proches de connaître l'équation du tout, l'équation de Dieu. Et nous serons bientôt les égaux de Dieu. » Ça, je trouve ça d'une stupidité mais profonde. Il y en a, pas beaucoup, ils ne sont pas très nombreux, mais il y en a quelques-uns qui disent ça.
Bon, il faut réfléchir un tout petit peu. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher d'abord parce qu'il y a un écart profond, il y a un gap profond entre notre perception, notre pensée et ce langage que l'on a voulu absolument sec, monosens, et comme un outil simplement de calcul, comme un outil pratique, en plus que l'on peut modéliser, que l'on peut rentrer dans des machines informatiques qui nous permettent de faire des calculs. Et on va voir que ça amène les scientifiques à des problèmes assez compliqués. Alors voilà une deuxième photo. Celle-là, je l'aime bien parce que je la trouve très, très, très belle. C'est une très, très belle photo qui a été prise il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois par la NASA. C'est le résultat de la fusion de deux galaxies. L'autre galaxie, il n'y a plus grand-chose qui reste. Voilà. Et là, même chose. On pourrait dire que cet objet, il est très loin. Donc, l'écart de temps qui nous arrive entre les différentes parties, entre cette partie-là, par exemple, et cette partie-là, il est faible. Il est faible, oui, mais il est existant parce qu'entre ça et ça, il y a quand même quelques milliers d'années-lumière. Donc, excusez-moi, mais c'est quand même quelque chose, une distance non négligeable. Donc, effectivement, lorsque l'on voit quelque chose, et par exemple, dans cette galaxie, on a été capable de voir, je crois que c'est celle-là, c'est cette étoile-là, une supernova qui explosait. Donc, on a vu la supernova qui explose. Et on s'est dit, ben voilà, la supernova explose, et là, on a la vue globale de la galaxie et de la supernova. Non, on a la vue de la supernova et on a la vue de la galaxie, mais pas aux mêmes instants. Donc, il faut corriger ce genre de choses. Mais ça, si vous suivez un cours d'astrophysique, même de master, on ne vous en parlera pas, parce que ça complique énormément les choses. Et puis ça va troubler les étudiants en plus. Alors, troubler un étudiant, pas, surtout en ce moment, ce n'est pas le moment. Une question. Oui. Cette photo a été prise par Hubble, j'imagine. Oui, c'est une des dernières photos prises par Hubble. Est-ce qu'elles sont corrigées? Oui, alors, c'est une très bonne question. Oui, cette photo, elle est plus que corrigée, elle est trafiquée. Elle est trafiquée d'abord parce que les couleurs comme ça, elles ne sont pas aussi flashy que ça. Donc, il y a eu un traitement de couleurs qui a été fait très fortement. Ensuite, il y a des effets de contraste qui ont été augmentés très fortement aussi. Et ensuite, il y a eu cette photo-là est le résultat je crois que c'est une centaine de photos composites juste à poser les unes par rapport aux autres, faites à des instants différents et qui ensuite ont été assemblées pour représenter une seule photo. Donc ça, c'est en fait une composition de photos prises à 2 ou 3 jours d'intervalle. Donc, oui, c'est bien la galaxie, mais ça ne la représente pas exactement, dans la mesure où déjà il y a plusieurs jours d'écart et elle a été traitée très fortement, puisqu'il y a même cette photo, j'ai mis d'ailleurs la référence en bas, il y a des droits d'auteur, parce que comme elle a été modifiée complètement, on considère qu'il y a un copyright sur cette photo. Alors, on peut l'utiliser comme ça dans les conférences, mais on ne peut pas l'utiliser libre de droit. Oui. Ce traficage ne change rien à sa signification. Absolument rien à sa signification. Pour l'interprétation de la collision entre les deux galaxies, ça ne change rien. C'est absolument neutre. Par contre, pour dire simplement que ce que l'on voit, c'est la réalité de ce qui s'est passé réellement, oui, à peu près. Mais exactement, non. Ça ne peut pas, de toute façon. On ne peut pas. Puisque de toute façon, ce que l'on voit, c'est toujours une superposition de plusieurs instants différents. Donc, ce qui s'est réellement passé, on ne le saura jamais. Mais ce qui s'est à peu près bien passé, on le sait. Mais il faut rajouter à peu près à chaque fois. Donc, il y a toujours une erreur. Et cette erreur, elle existe et elle peut donner lieu quelquefois à des mésinterprétations de ces photos. Il y a eu dans l'histoire de l'astronomie des mésinterprétations très célèbres de certaines photos. Ensuite, deuxième élément,
on mesure les caractéristiques de ces phénomènes. Donc, on va mesurer les caractéristiques de ces phénomènes. On va donc repérer ce qui nous semble représentatif du phénomène, donc certaines grandeurs qu'on va mesurer. Et pour ça, pour les mesurer, il faut d'abord commencer par définir un système d'unités. Et là encore, on va se retrouver face à une difficulté. Parce que définir un système d'unités, ça veut dire définir une convention sur laquelle tout le monde va se mettre d'accord. Là, il y a eu récemment, il n'y a pas très longtemps, il y a 3 ans de ça, on a mis en œuvre la nouvelle modélisation du système du SI, du système international des unités de mesure, dans lequel on a défini toutes les unités de mesure par rapport à des constantes fondamentales. Mais déjà, on est passé au-delà d'une dispute qui existe encore, qui est toujours chaude entre les savants et entre les philosophes qui se sont mis dedans, ce qui n'arrange rien à la situation, qui dit que les constantes fondamentales qu'on a utilisées, on ne sait pas si elles sont vraiment aussi fondamentales que ça. Donc, est-ce qu'elles sont vraiment aussi constantes qu'elles veulent bien l'avoir l'air? Peut-être, mais on n'en est pas absolument sûr pour certaines. On pense que oui pour certaines, pour d'autres, on a des doutes. Et on a de bonnes raisons de penser qu'effectivement, on peut avoir des doutes. Donc déjà, sur un système d'unités, il y a des conventions à trouver. Et ces conventions, c'est des conventions a priori, c'est des conventions qui vont arranger tout le monde parce que c'est plus facile à utiliser, parce que politiquement, c'est acceptable par tout le monde. Bref, il y a un certain nombre de débats qui font qu'on va accepter les unités. Donc, dans ces unités, on va faire des mesures. Or, mesurer, c'est comparer. Ça, je vous l'avais déjà dit pour ceux qui avaient assisté à la conférence sur les unités. Quand on mesure, en fait, on ne fait que comparer. On compare par rapport à un étalon. Et cet étalon lui-même est affecté d'une erreur de base, une erreur de convention. Donc, mesurer, c'est comparer avec un certain taux d'erreur. Donc, on ne peut pas avoir déjà de mesure parfaite. Ça, ce n'est pas possible. Si on dit, par exemple, que la mesure... si on va prendre la mesure de la charge d'un quark, par exemple, on dit c'est 1/3 de la charge de l'électron. Bon. Et on dit c'est mathématique, donc c'est une valeur exacte. Oui, mais comme la valeur de l'électron, elle est mesurée avec une certaine imprécision, bon, restons modestes. Restons modestes. On reste dans des champs d'à peu près. On n'est jamais exact. Les mathématiques nous imposent des résultats exacts parce que c'est la structure des mathématiques, la structure de son langage nous conduit à des résultats qui sont exacts, c'est vrai ou c'est faux. Et si la valeur est 1 en résultat, c'est 1 et pas 1,1, c'est 1 exactement. Sauf que les valeurs qu'on introduit dans ces équations mathématiques pour trouver un résultat sont des mesures physiques qui, elles, n'ont rien d'exact. Donc, les mathématiques sont un outil exact qui manipule des valeurs inexactes. C'est une question aussi, c'est un problème. Donc, ça va nous amener à repenser, en fait, on va passer 3-4 minutes dessus, sur les unités et les dimensions. Alors, unité, c'est comparer, ça on l'a vu. Dans le SI, je vous le rappelle, le SI comporte 7 unités, dont seulement 3 sont nécessaires. Alors, pourquoi a-t-on 7 unités si 3 sont nécessaires? Parce que politiquement, et c'est bien les politiques qui s'en sont mêlés, pas du tout les scientifiques. Dans la réforme de 2018, c'était assez extraordinaire, c'est que les scientifiques, on les a priés de sortir de la salle et on a mis à la place des ambassadeurs, des hommes politiques, des hommes d'entreprise. Et on a dit aux scientifiques que ça, ce n'était pas leur problème. Par exemple, on a gardé la candela. Candela, vous savez ce que c'est? La candela, c'est une unité de mesure pour mesurer la quantité de lumière.
Pourquoi a-t-on gardé cette unité alors qu'on n'en a absolument pas besoin? Pourquoi? Parce que la candela, elle est très utilisée pour tout ce qui est la lumière, la mesure de la lumière, et notamment les ampoules. Les ampoules LED sont mesurées maintenant en candela, en lumens, mais c'est pareil, c'est une unité qui est dérivée de candela. Et exactement. Et les industriels ont fait un chantage en disant, si vous supprimez la candela, nous, on va se faire notre propre unité, mais après, vous n'irez pas vous plaindre si les clients disent qu'ils n'ont pas la bonne puissance de lumière dans leur LED, on ne garantit plus rien. Ça sera la jungle. Donc, si vous ne voulez pas que ce soit la jungle, il faut que vous gardiez la candela. Elle est inutile, je suis d'accord. Mais nous, dans notre industrie, on en a besoin pour éviter de se bouffer le nez les uns par rapport aux autres. Donc, on a gardé la candela pour les industriels. Et ça ne sert à rien. Donc, en fait, on en a besoin de 3. Les 3, c'est lesquels? Le mètre, la seconde, le kilogramme. Et on en a oublié une. La charge de l'électron. La quantité de charge électrique. Oui, l'ampère si vous voulez, mais c'est la quantité de charge électrique. Pourquoi? On va y revenir. Mais on va y revenir et c'est probablement la plus grosse erreur du système de mesure international et celle qui va probablement traduire cet état de non-représentation, de la non-représentation valable de la nature. Pourquoi dit-on que notre univers, notre monde, est mesurable qu'avec le mètre, le kilogramme et la seconde? La seconde, on comprend bien, parce que tous les phénomènes dynamiques, les phénomènes qui se déroulent dans le temps, il faut bien une unité de temps. Donc ça va, on comprend. Et pourquoi le mètre et le kilogramme? Le mètre, c'est une unité qui permet de comparer et de classer les objets en petits objets, moyens objets, grands objets. Donc, ça, il y a une question de taille. Ça encore, ça va. Et le kilogramme, c'est même pas une grandeur que l'on peut palper. La masse, ce n'est qu'une caractéristique de la matière, une caractéristique interne à la matière. On sait très bien qu'il y a la matière sans masse. Les photons, par exemple, ne sont pas de la matière, mais c'est quelque chose qui se promène et qui n'a pas de masse. Le neutrino, on pense maintenant qu'il a une petite masse, mais très faible par rapport à la quantité de matière qu'il renferme. Masse et matière sont fortement liés l'un par rapport à l'autre, mais la matière occupe un volume, on peut la voir, on peut se la représenter, se la figurer. La masse, c'est une caractéristique. Qu'est-ce que c'est réellement la masse? Bon, on ne sait pas. Alors, on a bien trouvé une définition, mais qui est assez compliquée, je peux vous la donner. La masse, c'est le résultat de l'interaction d'un champ quantique qui appartient au vide, qui interagit sur un autre champ quantique qui se trouve dans la matière. Ben voyons, comme vous dites, oui. Et on n'a pas trouvé quelque chose de plus simple. Ce qui montre un peu le désarroi des scientifiques par rapport à la masse. Qu'est-ce que c'est que la masse? On ne sait pas trop. D'autant que le Big Bang, par exemple, les gens affirment dans le Big Bang que la masse, au départ, n'existait pas. Que la matière est sortie du vide et qu'ensuite la masse, la caractéristique de la masse s'est mise dans cette matière, ce qui a provoqué l'explosion de base et la période d'inflation, donc d'accélération et d'explosion de cet univers. Mais bon, au-delà de ça, on ne sait pas. Donc, on a été obligé de bricoler une théorie mathématique très intéressante, très intelligente, très belle théorie mathématique, mais qui n'est qu'une supposition. Qui est une supposition par rapport à notre grand désarroi, par rapport à ce qu'est la masse. Et la masse, aujourd'hui, on l'explique par ce qu'on appelle le boson de Higgs, ce fameux boson de Higgs, mais ce boson de Higgs n'explique la masse que de 3 particules. Les 3 bosons d'interaction faibles, W+, W-, Z0. Ça n'explique en rien la masse des autres particules.
Le sujet est toujours en cours. Et pourtant, la masse, c'est facile à éprouver. Tout le monde peut éprouver la masse. C'est très simple. Il suffit de monter sur sa balance le matin et de hurler en disant qu'on a encore pris 1 kilo. Surtout avec les périodes de confinement, les balances ont beaucoup souffert. Bon, donc oui, la masse, c'est quelque chose, c'est une caractéristique, c'est une grandeur à laquelle on est très familier. Parce que nos sens perceptifs l'aperçoivent très bien. Quand on est lourd et on le sent parfaitement bien. Quand on porte quelque chose d'effectivement très lourd, là aussi, on va le ressentir très fortement. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté sur la question. La masse, elle existe bien pour nous. Mais qu'est-ce que c'est vraiment ce que l'on ressent? Je ne sais pas. Et la charge électrique, qu'est-ce que c'est? Aucune idée. Et la matière? Encore moins. Personne ne se pose plus la question de savoir ce que c'est que la matière, parce que c'est un sujet tabou, c'est un sujet à prendre des claques. On ne sait pas ce que c'est que la matière. Donc, on ne sait pas ce que c'est que la matière. On ne sait pas trop ce que c'est que la masse. On ne sait pas trop ce que c'est qu'une charge électrique. Or, nos atomes sont faits de quoi? De matière, de charge électrique et beaucoup de caractéristiques de masse. Donc, en fait, on ne sait pas ce que l'on est. Et on ne sait pas ce que c'est que les planètes. On ne sait pas ce que c'est que les étoiles. En un mot, on ne sait pas qui on est et on ne sait pas où on vit. Mais ça ne nous empêche pas de continuer à exister, de faire des projets, de penser finance, économie, mais on ne sait même pas du tout ce que l'on est. Il y a quand même quelque part un écart. Philosophiquement, c'est un peu instable. C'est le mystère. Oui, on peut dire ça comme ça. Deuxième donnée sur les unités de mesure, c'est ce qu'on appelle la notion de dimension. Or, même chose, scientifiques et philosophes, pour une fois où ils sont d'accord, on va le citer, pensent qu'on a besoin que de 3 dimensions. Les 3 dimensions sont quoi? C'est les distances, les masses et les durées. Donc, on retrouve ces 3 grandeurs caractéristiques. Qu'est-ce que c'est qu'une dimension? Alors là, c'est beaucoup plus compliqué, la dimension. Alors, je vous ai donné une définition qui me semble acceptable, au moins que les philosophes ne renieraient pas, c'est qu'une dimension est une classe de grandeur pouvant être considérée comme ayant une même nature. Par exemple, les mesures de l'encombrement spatial de différents objets avec une règle vont conduire à l'établissement d'une liste de valeurs, toutes exprimées avec une même dimension, les distances, et mesurées avec une même unité, le mètre. Mais la notion de dimension, c'est vraiment quelque chose de distinct par rapport aux unités de mesure. On construit les unités de mesure sur ces dimensions. Mais la notion de dimension, c'est quelque chose qui est purement intellectuel. Si vous essayez de réfléchir à savoir si effectivement on pourrait envisager une autre dimension primaire, vous allez voir qu'on n'y arrive pas. Il n'y a vraiment que 3 dimensions primaires. Celle des distances, celle des masses et celle des durées. Et celle des masses, on ne comprend vraiment pas ce qu'elle fait là. Pourquoi notre cerveau s'obstine à dire que la dimension de masse est absolument nécessaire à la compréhension du monde? C'est un grand mystère. Pourquoi cette notion? Alors que ce n'est qu'une caractéristique de la matière. Ou est-ce qu'on se tromperait complètement? Est-ce que la masse ne serait pas simplement une caractéristique de la matière? Est-ce que ce serait plus que ça? Mais alors si c'était le cas, il faut prendre les livres de physique, les mettre à la poubelle et en réécrire d'autres. Mais on n'en est pas si loin que ça. On va y arriver. Encore 9 séances et on y arrivera. Comment définir le langage mathématique? Dans le 3e pilier, les langages mathématiques. Bon, c'est un langage universel. D'accord, ça, tout le monde le sait, tout le monde le conçoit. Aucune interprétation, aucune exégèse des formules. C'est un langage qui permet d'établir un lien entre mesure et prévision des valeurs numériques qui vont être observées.
C'est-à-dire qu'on fait une mesure avec un instrument quelconque, et par les équations, on va calculer la valeur qu'on devrait obtenir, on compare ensuite la mesure et la valeur qu'on a calculée, et en général, si on a fait les choses bien, on constate qu'effectivement, dans les intervalles d'erreur possibles, on a bien une correspondance entre la valeur mathématique calculée et la valeur physique mesurée. Mais ce langage est élaboré par des hommes. Donc déjà, le fait qu'il soit élaboré par des hommes, il est forcément limité. Limitation que Gödel a parfaitement bien et magistralement bien démontrée en montrant l'incomplétude fondamentale des mathématiques, en montrant qu'on ne serait jamais capable d'élaborer, qu'il était impossible d'élaborer des lois mathématiques absolues permettant de tout vérifier et de tout modéliser. Il restera toujours des zones d'incomplétude, des zones d'indétermination. Toujours. Ce qui veut dire que les mathématiques, aussi puissantes qu'elles soient, ne sont qu'un outil et sont qu'un outil à l'échelle humaine, c'est-à-dire resteront toujours imparfaites et limitées. Toujours. C'est intrinsèque aux mathématiques. C'est intrinsèque à ce que l'on peut créer. On ne peut créer que des choses qui sont limitées et imparfaites. Ce qui n'est pas forcément la même chose de ce que l'on peut penser. On peut être capable de penser des choses qui transcendent complètement notre réalité apparente. La preuve, c'est ce qu'Einstein a pu être capable d'élaborer. Quand il a élaboré le fait que la gravité, ce n'était pas dû à une force d'attraction entre deux corps, mais c'était une déformation de l'espace-temps, rien autour de lui ne pouvait lui permettre d'énoncer ce genre de choses. C'est une idée ex nihilo de son esprit. C'est une création de son esprit. Comment un esprit est-il capable de créer quelque chose sans aucun référentiel préalable? Je ne répondrai pas à la question. Mais au moins, il faut la poser. Ce langage mathématique, il a également une limitation probablement profonde. On commence à envisager que les exobiologistes commencent à se poser. Il ne sera probablement pas compris par d'autres formes de vie intelligentes. Parce que les autres formes de vie intelligentes n'auront pas la même expérience, n'auront peut-être pas et probablement pas le même système sensoriel que nous, donc auront une vision et une compréhension de la nature fortement différente de la nôtre, très probablement, et donc le langage mathématique que l'on utilise va leur sembler assez bizarre, pour le moins. Autant que nous semblera bizarre leur façon probablement de raisonner et d'analyser certaines situations et de comprendre le monde. Parce qu'ils seront limités aussi, mais avec des limitations différentes des nôtres. Et nos limitations nous traduisent un monde, nous donnent une conception de notre monde qui n'est pas la réalité, ça c'est sûr. Avec loin la réalité avec un grand R, ça c'est sûr. On a tout faux, c'est absolument certain. Mais d'autres pourraient avoir d'autres visions qui seront également fausses, mais fausses dans un autre sens. Et probablement en faisant la réunion des deux, on sera peut-être un peu moins faux tous les deux. Mais encore faut-il falloir qu'on s'entende, qu'on se comprenne, et avant ça, que l'on s'admette. Ce n'est pas gagné. Un petit exemple très rapide, je ne vais pas m'étendre dessus parce que c'est des maths et je me suis imposé de ne pas faire de mathématiques dedans. Mais pour montrer la vitesse et la puissance de ce langage mathématique, la vitesse à laquelle il se développe, entre le XVIIe siècle, par exemple, où on était à l'aise avec l'énoncé que deux droites parallèles ne se rencontrent jamais, bon, ça, c'était assez facile. À partir du XVIIe et du XVIIIe, la solution de l'équation du second degré, donc l'équation algébrique, on s'en était très à l'aise. Et maintenant, depuis les années 1930, on est très à l'aise avec le calcul formel, où là, je vous ai donné une belle équation qui est l'équation de Schrödinger. L'équation de Schrödinger, vous voyez qu'il y a quand même une certaine différence, une certaine progression vers une complexification
et vers une dématérialisation de tout ce que l'on peut penser. Deux droites parallèles qui ne se rencontrent jamais, l'esprit humain est capable de le visualiser, on se le représente. Se représenter la solution de ça, là, si vous en êtes capable, ça m'intéresse. Mais franchement, comme c'est des mathématiques symboliques, ça devient vraiment compliqué. Là, on résout l'équation, on sait la résoudre, mais on ne sait pas ce qu'on fait. On part d'une hypothèse qu'on est capable d'écrire et que l'on comprend. On arrive à un résultat que l'on va interpréter, mais entre les deux, les opérations de calcul qui font qu'on transforme, on jongle sur certaines transformations que l'on accepte a priori, que l'on suppose comme possibles dans l'univers, peut-être, mais probablement, c'est imparfait. Parce que ces théories mathématiques ont été écrites et ce langage symbolique a été développé pour traduire une pensée humaine. Donc, elles ne sont que la traduction d'une pensée humaine et en ce sens, elles sont à peu près. Le langage n'a pas d'à peu près, mais la théorie elle-même, le modèle global mathématique lui-même, n'est que le reflet d'un à peu près. Parce qu'on serait capable, avec ce même langage, d'écrire l'équation de la gravité Newton. On peut l'écrire. Ça s'écrit très bien algébriquement. Mais on peut écrire aussi très très bien la gravitation d'Einstein. C'est un peu plus compliqué, mais on sait l'écrire. Einstein a montré que Newton s'était trompé. J'attends celui qui va montrer qu'Einstein s'est trompé aussi. Ça va forcément arriver. Parce qu'il n'y a aucune loi qui sont absolues. Donc attention, il ne faut pas que nous raccrochions aux mathématiques en disant ça c'est du solide. Non, ce n'est pas du solide. C'est le produit de notre cerveau humain adapté à des lois que l'on a comparées par rapport à un certain empirisme, à certaines mesures, et on construit le modèle mathématique pour arriver à relier des choses que l'on considère comme vraies. Mais ce n'est que la traduction de l'utilisation de cet outil mathématique pour montrer la véracité de ce que l'on voit. On n'est absolument pas certain que cette construction est la bonne. On est même certain qu'au départ, c'est certainement approché, voire faux. Mais c'est comme ça qu'on progresse. La science ne progresse qu'à coup d'erreur. S'il n'y avait pas d'erreur, il n'y aurait pas de science. Il n'y aurait pas de progression de la connaissance. Il faut se tromper pour avancer. Alors, je me suis permis une petite remarque sur les smartphones, la virtualité des jeux sur Internet, les réseaux sociaux. Ça va contribuer beaucoup au fait que notre esprit tire notre pensée dans une direction et nos comportements vers une autre. Alors ça, on est actuellement soumis, et ça se ressemble dans les sciences, dans le domaine des sciences, on est tiraillé entre deux domaines. Entre le domaine de notre pensée, qui essaie toujours d'améliorer notre perception, pas notre perception, mais notre compréhension du monde à partir des perceptions qui sont de plus en plus affinées avec les outils que l'on utilise. Donc, on a des mesures de plus en plus précises. On se rend compte que ces mesures de plus en plus précises, elles font apparaître des erreurs par rapport au modèle mathématique que l'on a utilisé. Donc, elles nous poussent dans nos retranchements, elles nous poussent à modifier les choses. Mais d'un autre côté, on est tiraillé par tout ce que l'on a, les smartphones, la virtualité, les jeux, etc., qui fait qu'il faut qu'on vive. Et pour vivre, il faut de l'argent. Et pour de l'argent, il faut des financements. Et pour des financements, il faut que l'on réponde de façon correcte et cohérente par rapport au monde industriel. Or, le monde industriel nous tire dans une direction qui n'est pas du tout celle de la connaissance. Actuellement, on est tiré vers quelque chose qui est un monde de virtualité totale, dans un monde artificiel qui n'a rien à voir avec la réalité. Or, l'ensemble des laboratoires, c'est bien un des problèmes de la science actuelle, l'ensemble des laboratoires est tiré par ce phénomène de financement
ce financement qui oblige les laboratoires à faire essentiellement des études, des projets qui ont un débouché économique, donc un débouché technologique en général. S'il n'y a pas de retombée technologique, vous n'aurez pas de financement. Ça, c'est un peu la conséquence du spatial, où le spatial, la retombée technologique est fabuleuse. C'est le meilleur placement qui existe actuellement au monde, bien meilleur que les actions en bourse. Et ça joue sur tous les financements des laboratoires. Moi, dans les dernières discussions que j'ai pu avoir avec des directeurs de labos à Paris, ils me disent tous il faudrait quasiment avoir les résultats le lendemain de la signature, le lendemain des déblocages des crédits. Donc, qu'est-ce que l'on fait? On se dépêche d'avoir, avec les financements précédents, un certain nombre de résultats qu'on va pouvoir montrer, des résultats qui sont industriellement utilisables, donc qui vont donner des choses pratiques, pour avoir des financements, pour continuer à vivre, et puis on essaie de garder 10%, de faire un peu d'économie, de garder 10% pour nos études à nous. Nos études qui ne sont pas rentables en termes de technologie, qui ne sont pas rentables en termes industriels, mais qui sont terriblement intéressantes et importantes pour la progression de la science ou de la connaissance scientifique. Vous avez exactement ce phénomène qui s'est passé pour les vaccins ARN. La technologie ARN était connue, a été développée par une chercheuse, mais qui n'a pas été écoutée, où tout le monde a rigolé, et on lui a coupé les crédits. Donc, elle a été obligée de faire autre chose. Et puis est arrivée la pandémie. Et là, elle a eu l'intelligence de ressortir son dossier en disant « Vous ne me l'avez pas financé, mais ça fait un vaccin. » Et là, du coup, elle a vu l'argent affluer, mais elle n'en a jamais vu autant. Du coup, on lui a autorisé à faire des études, à reprendre ses études complémentaires, à développer les technologies ARN et aller au-delà de ça. Parce que maintenant, elle a les moyens, elle n'a pas de problème. En plus, elle est actionnaire de Pfizer, donc elle n'a pas de souci. Mais il a fallu quelque chose, un événement de ce type-là, pour arriver à développer ça. Donc, c'est effectivement aussi un problème actuellement sur la connaissance en général. Vous êtes en train de dire implicitement que la nature qui nous échappe a une grande influence sur nos connaissances, le virage de nos connaissances. Oui. Oui, exact. Je pense qu'effectivement, de toute façon, la nature a forcément une influence sur nous, parce que de toute façon, on vit dans la nature, et la nature, contrairement à ce que l'on croit, il n'y a pas nous et la nature en dessous dans laquelle on peut se servir, piller, faire tout ce que l'on veut. Non, la nature est en train de nous rappeler en ce moment que ce n'est pas comme ça que ça marche. Elle est en train de nous le rappeler par le réchauffement climatique, elle est en train de nous rappeler aussi par la dissémination des souches virales qui sont en train de se propager un peu partout dans le monde. On parle beaucoup du Covid-19, mais il y en a bien d'autres. Et je pense que dans les années qui viennent, on n'est pas au bout de nos surprises. Donc, c'est sûr, oui, bien sûr qu'on est dans la nature, mais nous sommes un maillon dans la nature. Et si ça vous arrive d'aller vous promener, ne serait-ce que dans le bois de Boulogne, par exemple, vous allez voir que dans le bois de Boulogne, si vous allez le matin de bonne heure, là où il n'y a pas encore grand monde, où il n'y a presque personne, et vous écoutez un petit peu, vous écoutez la nature, vous allez voir que on fait partie de cette nature, mais que nous sommes un maillon de cette nature, mais que nous n'en sommes qu'un maillon. Alors, un maillon, bien sûr, un maillon seulement, mais un maillon capable de penser, un maillon capable de comprendre ce qui nous entoure, capable de comprendre le rôle que nous devons avoir, rôle que l'on a totalement oublié dans le monde actuel, qui est au-delà de ça. Et quand on prend conscience du fait qu'on n'est qu'un maillon de la nature, on se rend compte qu'en fait, cette nature, on agit sur elle, et ça on le voit tous les jours, mais que cette nature interagit beaucoup avec nous aussi.
et que notre vie dépend de l'interaction bilatérale que l'on a avec la nature. Si on n'a plus qu'un seul côté d'action vis-à-vis de la nature, on est mort. Notre survie dépend de l'action bilatérale que l'on a avec la nature. Et si on veut comprendre ce qu'est la nature, forcément, il faut se poser la question de savoir quel est notre rôle. Comment s'implique-t-on dans la nature? Comment s'imbrique-t-on dans la nature? Qui est-on? Nous sommes des animaux. Mais les autres animaux existent aussi. Les animaux, quel est leur rôle dans la nature? Les plantes ont un rôle. Bon, on connaît certains rôles des plantes, de la fabrication de l'oxygène, de la capture du gaz carbonique. On connaît certaines choses, mais on connaît 3 fois rien. On est à la maternelle actuellement. Mais quel est notre rôle vraiment? Qui sommes-nous vraiment? Qui sommes-nous, sachant qu'on ne sait pas ce que c'est que la matière, on ne sait pas ce que c'est que les charges électriques, on ne sait même pas ce que c'est que le vide, on sait encore moins ce que c'est que l'espace, on ne sait rien. Qui sommes-nous? Que sommes-nous vraiment par rapport à la nature? Qu'est-ce que la nature par rapport à nous? Est-ce que la nature est complémentaire par rapport à nous? Que nous apporte-t-elle? Que devons-nous lui apporter? Quel est notre rôle? Qu'est-ce que la vie? Bon. Je voudrais rappeler qu'à la fac de médecine, en 1958, le professeur de chimie, monsieur le professeur Chémol, nous avait dit que l'homme était un microbe sur la nature et que dans les laboratoires de biologie, on entretenait effectivement des microbes pour faire des vaccins, pour des choses, des virus, mais qu'il fallait replanter régulièrement ces microbes dans un autre milieu, faute de quoi, inexorablement, la culture mourrait. Et que l'homme sur Terre était un microbe sur un milieu qui s'appelle la Terre et qu'il va polluer complètement son milieu et que le problème, c'est qu'est-ce qu'il va falloir faire. C'était simplement un précurseur. 1957-58. Oui, mais c'est un précurseur. Alors, bon, maintenant, je vais revenir à la loi physique. Et je vais revenir à quelque chose qui est très préoccupant et qui a été constaté en 2016, qui a fait d'ailleurs l'objet d'un article dans Nature en 2016. Je vous ai mis la référence de l'article. Je ne sais pas si on peut l'avoir en accès libre. Sinon, je vous en ferai un scan et je vous l'enverrai. C'est une étude qui a été faite par des scientifiques sur la reproductibilité des résultats obtenus par des équipes scientifiques, quel que soit le domaine. Et ils ont pris 1 millier de résultats obtenus dans tous les domaines de la science, donc avec des conditions expérimentales bien particulières, et ils ont demandé à d'autres laboratoires de refaire ces expériences pour voir s'ils arrivaient bien aux mêmes conclusions. Eh bien, le taux de réussite est inférieur à 50%. Autrement dit, il y a plus de 50% des résultats publiés dans des revues prestigieuses qui ne sont pas reproductibles du tout. Ce qui pose un réel problème sur la progression de la connaissance. Si plus de 50% des résultats considérés comme justes ne sont pas reproductibles, il y a quand même des questions à se poser, probablement. Et depuis 2016, on s'est rendu compte d'ailleurs qu'il y avait même des articles scientifiques qui étaient des faux. On a recensé en 2021, jusqu'à maintenant, 100 000 articles scientifiques générés par des automates à intelligence artificielle, qui sont simplement et simplement des faux, qui sont de la désinformation. Des informations faites pour réorienter la pensée scientifique par rapport à des intérêts industriels. C'est très embêtant parce que ça se trouve même dans le domaine de la pharmacie et de la médecine.
Donc, ça a quand même de lourdes conséquences. Et là, c'est un vrai problème, c'est un vrai pavé dans la marche qui a été lâché il n'y a pas très longtemps. Alors, une loi. Revenons à notre sujet de base, la loi. Une loi doit être invariable dans l'espace et le temps. Ah oui, parce que si une loi est dépendante de l'espace et du temps, c'est plus une loi. Si une loi dépend de l'endroit où vous faites la mesure, ça ne va plus du tout. Si, quand vous la faites aujourd'hui, si vous la faites demain, vous n'atteindrez pas le même résultat, ce n'est pas une loi. C'est un phénomène particulier qui évolue avec le temps, mais ça ne sera pas une loi telle que vous l'avez énoncée. Donc, une loi doit être absolument invariable de l'espace et du temps. Une loi, c'est un énoncé qui prédit le comportement local dans un délai raisonnable d'un ensemble d'objets dans une situation donnée. Ça, c'est de moi. C'est moi qui l'affirme. Pourquoi? Parce qu'une loi, ça doit être observable, ça doit être mesurable. Or, pour mesurer des choses, il faut que ça soit local. Alors, le local peut être très grand. Par exemple, vous pouvez regarder un ensemble de 1000 galaxies. On peut dire que ce n'est pas local. Si, c'est local quand même, parce que ces 1000 galaxies, on va les observer en même temps. Donc, on va observer ces 1000 galaxies et puis on va en déduire une loi, par exemple, cette loi qui vont que les 1000 galaxies vont converger vers un centre d'attraction pour former un cluster de galaxies. Bon, par exemple. Mais ça doit être forcément local, ça doit être forcément observable en même temps. Mais qu'est-ce qui nous dit qu'il n'y a pas des lois qui existent entre des instants différents de l'univers, entre des endroits de l'univers qui nous sont inaccessibles? Qui nous dit qu'il n'y a pas des interactions qui se font entre nous, par exemple, nous qui sommes dans cette salle ici, et d'autres êtres vivants qui se trouvent au-delà de l'horizon cosmologique, c'est-à-dire au-delà de notre vision, mais par contre avec lesquels on interagit. C'est peut-être idiot ce que je raconte, mais on n'a aucune preuve du contraire. Il y a un autre dedans quelque part. Pas forcément, mais ça peut être quelqu'un d'autre, mais il peut y avoir d'autres gens avec lesquels on a une interaction. Interaction de quel ordre? Je ne sais pas. Mais on va le voir. On va le voir qu'il y a un phénomène qui peut nous perturber à ce niveau-là. Quelle est la définition qui est aujourd'hui acceptée par les scientifiques et les philosophes? En général, c'est qu'une loi est un énoncé général et de portée illimitée, tant spatialement que temporellement. Ça, c'est la définition officiellement admise d'une loi. Alors, avec cette définition, est-ce que toutes les lois que l'on donne en physique sont réellement des lois ou on ne peut plus les appeler des lois, mais simplement des énoncés? Ça doit être de portée illimitée, spatialement et temporellement. Alors déjà, on a une restriction. Toutes nos connaissances scientifiques reposent sur des lois qui ont été formulées sur Terre. On n'a aucune certitude que ces lois sont les mêmes si on quitte le système solaire. Dans le système solaire, on pense que, par notre expérience, c'est à peu près vrai. On n'a pas noté de grosses différences lorsque nos sondes spatiales sont parties jusqu'à Pluton. On n'a pas noté de gros écarts de mesure. Donc, on pense que c'est valable dans notre système solaire. Mais dans une autre galaxie, au centre de notre galaxie, à côté d'un trou noir, est-ce que ces lois physiques sont encore valables? On pense que oui. On va conjecturer que oui. Mais on n'en a aucune preuve. C'est une hypothèse qui ne sera vérifiée que lorsqu'on y sera allé. Donc déjà, ce n'est pas sûr. Et temporellement, les lois physiques, elles sont énoncées par rapport à maintenant. Enfin, maintenant,
depuis les Grecs jusqu'à maintenant, mais depuis les Grecs jusqu'à maintenant, allez, en étant large, ça fait 3000 ans. Mais 3000 ans, c'est quoi par rapport à 13,8 milliards d'années? C'est rien, c'est un claquement de doigts. C'est rien du tout. Donc dire que les lois doivent être illimitées temporellement, non. Et on a de bonnes raisons de penser que c'est faux, effectivement. Parce que si le modèle du Big Bang est juste, on sait que lors de l'explosion initiale, les 4 interactions fondamentales, interactions fortes, faibles, gravitation et, j'en ai oublié une autre, électromagnétique, c'était une seule et même interaction. Donc ces interactions se sont séparées au cours du temps. Donc ça veut dire que ces interactions ont évolué, que les lois physiques ont évolué au cours du temps. Donc si on prend cette définition au pied de la lettre, il n'existe pas de loi à proprement parler en physique au jour d'aujourd'hui. Parce qu'aucune ne peut vérifier la portée illimitée spatialement et temporellement. Ce qui veut dire que tout ce que l'on qualifie de loi, c'est un abus de langage. Ou soit c'est un abus de langage, soit il faut redéfinir la définition d'une loi et lui donner une portée plus raisonnable, plus limitée. Il faut être plus limité et dire que ce n'est pas une portée spatialement illimitée, mais c'est une portée spatialement locale au sens relativiste du terme, par exemple, c'est-à-dire qu'observable par un même observateur. À ce moment-là, on commence à limiter un petit peu, et temporellement dans un délai raisonnable de temps. À ce moment-là, oui, la loi redevient raisonnable. Mais ça veut dire une chose, c'est qu'à chaque fois qu'on essaie d'écrire des lois absolues, ça ne marche pas. À chaque fois que l'on essaie de passer de l'à peu près, du provisoire à l'absolu, on se plante. Ça ne marche pas. On essaye, on voudrait bien, parce que l'homme a quelque chose en lui qui le pousse vers quelque chose d'absolu. Mais il ne peut pas. Il ne peut pas y arriver parce qu'il est prisonnier de la matière, il est prisonnier de ce monde qui l'entoure, qui est un monde de matière au sens large du terme, et qui est un peu une sorte de prison. Et que tant qu'il est dans cette prison, il n'arrivera pas à arriver à énoncer des lois qui soient véritablement absolues. Donc ça veut dire qu'effectivement, tout ce que l'on peut dire, il faut lui donner un cadre restreint, un cadre limité, et surtout bien fixer les limites de validité de ces lois. Donc, on a parlé des 4 interactions fondamentales. Bon, là, je vous les ai redonnées. Et ces 4 interactions fondamentales, elles sont comprises aujourd'hui, et je précise bien aujourd'hui, de cette façon-là, à savoir que l'interaction forte, c'est l'interaction entre les nucléons dans le noyau, c'est-à-dire entre les quarks entre eux, et puis ensuite entre les protons et les neutrons entre eux. Ça, c'est l'interaction forte. L'interaction faible, c'est l'interaction qui va permettre d'expliquer la radioactivité, c'est-à-dire la fission nucléaire, et puis l'émission, par exemple, d'électrons ou de neutrons par certains noyaux suffisamment gros pour être instables. Donc, ça va permettre de montrer qu'effectivement, il y a des forces qui peuvent agir, qui peuvent éjecter statistiquement un certain nombre de choses. L'interaction électromagnétique, c'est elle qui est responsable de l'émission de la lumière. Ah oui, bah tiens, la lumière, c'est un bon exemple. On prend un corps, on le chauffe. Il émet la lumière. Ça veut dire que quand on le chauffe, les électrons vont se mettre à s'agiter, vont changer d'orbite, vont passer sur des orbites plus hautes, et puis à un moment donné, statistiquement, ils vont redescendre, et en redescendant, ils vont libérer un quanta d'énergie. Cette quanta d'énergie, ça va se matérialiser sous forme de photons qui va être émis, et on va voir de la lumière. Et c'est pour ça que quand on fait chauffer un corps, il devient lumineux en passant du rouge pour monter jusqu'au blanc. Et voilà. Mais c'est quoi la lumière?
Ce quanta lumineux qui est émis, ces photons qui sont émis, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est qu'un photon? Personne ne sait ce que c'est. Le dernier article qui a été écrit sur la nature des photons, c'est Louis de Broglie qui l'a écrit en 1935. Et depuis, silence radio. Mais on n'en a plus besoin. Technologiquement, ça marche. On sait très bien modéliser le comportement des photons. Donc, pourquoi aurait-on besoin de se poser la question de la nature profonde d'un photon à partir du moment où on sait l'utiliser technologiquement? C'est rentable. Bon, alors, stop. On arrête de se poser des questions. Ça, c'est la science moderne. On sait faire, alors il n'y a plus de problème. On ne comprend pas, c'est pas grave, on sait faire. Oui, bon. Le fric. C'est à peu près ça. Mais même au-delà de ça, les questions très gênantes, mais qui ne perturbent pas le fonctionnement de la science, on va les mettre sous le tapis. Il y a un vaste tiroir dans tous les bureaux de tous les laboratoires, c'est le tiroir à questions oubliées. Quelle est la nature de la matière? Quelle est la nature des charges électriques? Qu'est-ce que c'est qu'un photon? Qu'est-ce que c'est qu'un neutrino? Qu'est-ce que c'est qu'une particule? Pourquoi y a-t-il que 3 types de particules fondamentales, etc., etc. Bon, je peux vous en donner, il y en a à peu près une cinquantaine de questions comme ça. C'est des questions qui sont bien cernées, bien connues, mais dans lesquelles il est interdit de se poser la question, de rouvrir ce tiroir et de se reposer la question parce que c'est du temps et de l'argent perdu. On ne se pose pas la question, ça ne sert à rien puisque ça marche. Puisque ça marche jusqu'au moment où ça marchera. Et quand ça ne marchera plus, il faudra bien se reposer la question. Mais aujourd'hui, on ne se pose plus. On a accumulé plein de questions qui pourraient faire progresser la science, mais dans lesquelles personne ne veut surtout plus toucher. Parce que ça nuit la bonne marche de l'entreprise. Donc ça, c'est très important et c'est un peu ça comme ça. Et l'interaction gravitationnelle, on dit que c'est lié maintenant à une déformation de l'espace-temps parce que la théorie d'Einstein a été vérifiée expérimentalement par des mesures et avec les précisions que l'on peut avoir au jour d'aujourd'hui, ça n'a jamais été démenti. Donc ça marche très bien. D'accord. Mais maintenant, moi, j'ai posé la question un jour à un professeur de relativité à l'Observatoire de Paris. Je lui dis, mais qu'est-ce que ça veut dire que l'espace-temps qui se courbe? Alors, il a pris sa craie, il m'a expliqué par les équations avec les tenseurs d'Einstein. Il m'a dit, tu vois, c'est la courbure qui est donnée par le tenseur de Ricci, etc. Je lui ai dit, d'accord, ça c'est mathématiquement, mais physiquement, qu'est-ce qui se tord dans l'espace? Est-ce que c'est la structure de l'espace qui se tord elle-même ou est-ce que c'est la substance espace-temps qui se tord? Il m'a dit, ce n'est pas une question, ça. Ben, je lui ai dit, si. Il m'a dit, non. Il m'a dit, de toute façon, en rigolant, il m'a dit, ce n'est pas au programme. Bon, bah, d'accord. Voilà. Ce qui a valu à Einstein, d'ailleurs, en 1920, d'écrire et de dire dans une conférence qui est restée très célèbre, c'est probablement la plus célèbre conférence d'Einstein en 1920 à l'AID, où il a dit « Le vide n'est pas vide, le vide, c'est en fait l'éther des anciens, mais avec une différence, enfin 2 différences. C'est un éther sans structure et c'est un éther d'énergie moyenne vide, nul. Mais c'est une substance. » Donc Einstein a reconnu en 1920 que l'espace-temps tel qu'il l'avait défini, ce n'est pas un objet mathématique, c'est une substance. Il a substantialisé l'espace-temps. Mais comme c'était quelque chose qui était totalement incompréhensible pour les scientifiques de l'époque, bon, on a gardé son texte de sa conférence, mais après, ça a été oublié parce qu'on avait bien d'autres choses à faire dans les années 1920. Il y avait bien d'autres choses à faire.
Et il a continué à travailler sur ce sujet jusqu'en 1955, jusqu'à sa mort. Il a écrit un certain nombre de livres sur le sujet, mais sans victoire, parce qu'il n'a jamais réussi à expliquer ce qu'il avait voulu dire vraiment. Il n'a pas réussi à mathématiser cette notion de substantialisation de l'espace-temps. Il n'a pas réussi. C'est dommage, mais bon, voilà. Donc, il s'est posé quand même la question. Et d'ailleurs, on y reviendra. À la 11e conférence, on fera le lien, on ressortira Einstein, la conférence de LED, et vous verrez ce que ça donne à ce moment-là sur notre représentation de l'espace-temps. Et là, ça va décoiffer. Pour vous, vous ne risquez rien. Ah bon, non, pour décoiffer, je ne risque plus rien, ça c'est sûr. Au point où j'en suis, là, c'est fini. Moi non. Alors, un exemple justement de ces grands écarts de ces pensées, vous montrer à quel point on peut se tromper, les écarts de pensée peuvent être gigantesques, c'est Newton. Newton, je vous ai écrit l'équation de la gravitation de Newton, donc la force d'attraction entre deux corps. Ça, c'était écrit dans les Principia de Newton, où il a expliqué clairement que si on voulait retrouver toute la mécanique céleste et retrouver les résultats émis par Galilée et Kepler, il fallait cette loi-là, et de cette loi-là découlaient toutes les observations que l'on pouvait faire. Et effectivement, depuis le 17e de Newton jusqu'au 19e siècle inclus, tout marchait bien, tous les résultats étaient bien conformes à cette loi-là. Et puis Einstein a dit non, c'est une déformation de l'espace-temps. Ça a été... Alors, il y a l'équation d'Einstein qui permet de résoudre ça, mais on peut le faire autrement en utilisant une théorie mathématique qui a été développée par Lagrange, qu'on appelle le Lagrangien, qui veut que le Lagrangien, c'est la différence de l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle. Je ne vais pas vous faire un cours de maths, c'est comme ça que ça marche, c'est tout. Et à ce moment-là, quand on part de ça, on arrive à montrer qu'effectivement, l'espace-temps se déforme. Et effectivement, cet espace-temps se déformant, on a bien à ce moment-là des corps qui vont tomber à l'intérieur, donc qui vont être attirés par le Soleil parce qu'ils vont tomber dans ce puits potentiel. Et on retrouve bien l'équivalent des lois de Newton, simplement comme un cas particulier de cette explication-là. Donc, entre les deux, entre la déformation de l'espace-temps et la force d'attraction de deux corps, il y a un monde. C'est un monde de la pensée très différent. Et probablement, entre la pensée d'Einstein, qui est nôtre actuellement, et la pensée de ce qui sera celle dans, je ne sais pas, 10 ans, 50 ans, 100 ans, j'en sais rien, ça sera encore autre chose. Mais probablement, on est très, très loin de ce qui est réellement. Et les futures lois ne seront encore également très loin. On est au ras du sol. Pour donner quelques exemples d'erreurs que l'on peut trouver un peu partout dans les livres, j'en ai noté deux. Par exemple, dans un livre de physique que je ne citerai pas parce que c'est un livre de physique actuelle, donc, qui est en cours actuellement, à 0 degré, l'eau pure va passer de l'état liquide à l'état solide. Eh ben, si on rédige cette proposition de cette façon-là, ce n'est pas une loi. Ce n'est pas une loi, pourquoi? Parce que l'eau pure, d'abord, qu'est-ce que c'est que l'eau pure? Va passer de l'état liquide à l'état solide, oui, mais on ne précise pas à quelle température, enfin à quelle pression, à quelle altitude, à quel endroit. Enfin bon, les conditions d'environnement ne sont pas précisées, donc ce n'est pas une loi. C'est n'importe quoi. Et ça, enseigner ça à des élèves de seconde, je trouve ça lamentable. C'est simplement faux. C'est faux parce qu'on ne respecte pas l'énoncé global de ce que doit être une loi, c'est-à-dire de prévoir exactement les conditions réelles d'expérience. Là, on donne simplement quelque chose, une information, c'est faux. Par contre, si on prend la deuxième proposition, à 0 degré absolu, les particules, donc à 0 degré Kelvin, les particules composant tout atome vont se trouver dans leur état quantique d'énergie minimum. Ça, on peut considérer que c'est une loi à condition que la théorie de la mécanique quantique soit bien constituée de lois vraies. Si on suppose vraie la mécanique quantique,
Ce deuxième énoncé est bien une loi. Alors, ce n'est peut-être pas évident pour vous, mais imaginez que pour les étudiants qui apprennent, c'est encore moins vrai. Donc, les étudiants qui apprennent sont des éponges. On leur demande d'apprendre, donc ils avalent tout ce qu'on leur donne. Si on leur donne ça, ça va, leur cerveau va être bien éduqué. Si on leur donne ça, ça va donner n'importe quoi. Des gens qui ne savent plus réfléchir, qui ne savent plus penser, qui ne savent pas imaginer, c'est un peu le problème. C'est d'ailleurs pour ça que les gens de la Silicon Valley interdisent à leurs enfants d'aller sur les réseaux sociaux. Ils ne sont pas fous. Alors, c'est vrai qu'il y a une tendance actuellement, depuis 2000 ans, qu'on essaye à chaque fois, à chaque révolution scientifique, on essaie de progresser vers des lois de plus en plus générales. On essaie d'aller vers quelque chose qui est de plus en plus large d'application, avec de moins en moins de lois, mais des lois d'application de plus en plus larges, de plus en plus dont la validité est étendue à des domaines de plus en plus grands. Le problème, c'est que la réalité avec un grand R, elle s'éloigne de nous plus vite que ce que nous, on avance. Parce qu'à chaque fois qu'on essaie de faire un progrès, on se rend compte, on découvre à ce moment-là d'innombrables questions auxquelles on n'a pas répondu, et à chaque fois qu'on fait un pas, la réalité avec un grand R fait 10 pas de plus pour s'éloigner de nous. Donc, on a un réel problème par rapport à ça. Et ça devrait nous contraindre à beaucoup d'humilité. Ça devrait nous montrer qu'on n'y arrivera jamais. Qu'il faut progresser. Parce que l'homme est fait pour ça. L'homme est fait pour continuer à apprendre, à progresser, à apprendre et à essayer d'arriver à tirer quelque chose de bien de lui. Mais s'il veut avoir la vérité, c'est non. Il ne pourra pas parce que conceptuellement, ça lui est interdit. Il ne peut pas. Et pour une raison très simple que l'on peut comprendre. Quand on fait partie d'un système d'expérience, on ne peut pas comprendre ce système d'expérience complètement de l'intérieur. Il faut se mettre à l'extérieur. Si vous voulez mesurer complètement quelque chose, un phénomène, il faut vous placer à distance et vous essayez de mesurer. Mais nous sommes partie intégrante de cet univers. Donc, comment pourrions-nous connaître toutes les lois de l'univers en faisant partie? C'est juste impossible. C'est Auguste Comte qui avait dit « Je ne peux pas me mettre à la fenêtre pour me voir ». C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Mais d'ailleurs, si vous allez dans la maison d'Auguste Comte, vous avez des rappels à ce genre de choses. Oui, c'est ça. Alors, je voudrais terminer, parce que je vois l'heure qui passe, sur une question qui va encore plus vous secouer, c'est l'intrication. Alors, l'intrication, qu'est-ce que c'est? Très rapidement. Deux particules sont dites intriquées lorsqu'elles ont été mises en contact proche, suffisamment proche pour qu'elles interagissent très fort l'une avec l'autre pendant un temps suffisant. Alors, le temps suffisant, on n'est pas capable de le définir, mais on constate expérimentalement que c'est comme ça que ça marche. Et une fois que ces deux particules ont été en contact suffisamment proche, lorsqu'elles on les sépare, et même si elles partent dans des directions diamétralement opposées, elles vont faire partie d'un seul et même système. C'est-à-dire qu'une mesure faite sur une de ces particules va avoir une conséquence immédiate, sans aucun délai de transmission, sur l'autre particule. Alors, bien sûr, les tenants de la relativité vont dire que ce n'est pas possible parce qu'il faut un certain temps à l'information pour se propager. Oui, mais le problème, c'est que l'information ne se propage pas. Elle existe puisque le système est toujours unique. Entre les deux, il semble y avoir un espace, mais en fait, pour le système, c'est un système unique, cohérent et toujours solidaire. Et ça, on a du mal à le comprendre, parce que pour nous, il y a toujours cette notion de foutue distance entre les deux. Mais comme on ne sait pas si la distance a une certaine réalité,
comme on ne sait pas vraiment ce qu'est la distance, puisque la distance est relative à cet espace-temps et que cet espace-temps, on ne sait pas ce qu'il est, on ne sait pas ce que c'est que la matière, donc dire que deux éléments de matière sont à une certaine distance, il faudrait commencer par dire ce qu'est la matière et ce qu'est l'espace-temps. Et comme on n'a pas répondu à ces deux questions préliminaires, ben pour l'instant, on ne sait pas. Mais si c'est le cas, au début de l'univers, au moment du Big Bang, toutes les particules ont été mises dans un volume très, 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 très petit. Puis ensuite, elles se sont séparées. On pourrait imaginer que toutes ces particules sont intriquées. Et si elles sont toutes intriquées, ça veut dire que le moindre de nos mouvements que l'on fait est connu instantanément, a une répercussion instantanée sur toutes les autres particules de l'univers. Ça veut dire que tous nos actes ont une connaissance globale sur tout le reste de l'univers et réciproquement. Tout être vivant qui se trouve ailleurs et qui a un acte donné va avoir une influence aussi immédiate sur nous. Ça veut dire aussi que tous les êtres vivants sont liés entre eux de façon solidaire et indéfectible. Ça, c'est une idée que j'aime bien, mais qui, hélas, n'est pas partagée par tout le monde. Mais ça veut dire aussi, c'est que l'univers global, il est une seule et même chose, cohérente et unique. On y reviendra à la 11e conférence sur cette notion-là. Cette notion d'univers 1 avec un U majuscule, avec toutes les composantes de cet univers qui sont 1. Distinctes, mais 1 quand même. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. C'est pas mal. C'est pas la peine de faire chauffer les neurones plus que ça. Donc, tant qu'on a la santé. Voilà, si vous avez des questions, profitez-en. Pour une fois, j'ai à peu près respecté l'horaire. À 2 minutes près, je ne suis pas mauvais. Ça va. Oui. Tout à l'heure, vous avez évoqué aussi rapidement qu'il y avait des variables d'ajustement des modèles pour qu'ils correspondent aux observations. Oui. Est-ce que j'ai bien compris que les deux prix Nobel de physique étaient les rois de ces calculs de variables d'ajustement? Oui. Oui, c'est tellement vrai d'ailleurs que j'avais envisagé à un moment donné de refaire un travail de recherche en astrophysique et j'ai été rebuté par une chose. On m'a dit que, par exemple, l'astrophysique travaille essentiellement avec les deux lois, mécanique quantique et relativité, forcément. Et on m'a dit, on observe de temps en temps des phénomènes qui sont pas interprétables dans les domaines de la mécanique quantique, surtout. Ça ne marche pas très bien, il faut corriger les choses. Je dis, qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Vous essayez de trouver une autre loi que la mécanique quantique? Non, on ne fait pas ça. On rentre dans la machine les paramètres qu'on a trouvés et on essaye de trouver le terme correctif qu'il faut rajouter à la mécanique quantique pour que ça marche. Donc, en fait, on fait des corrections. On demande à la machine de trouver le terme correctif qui va bien pour que la théorie de la mécanique quantique reste valable. Je dis, mais à ce moment-là, ça devient un monstre. Il me dit, oui, ça devient tellement monstrueux que pour certains phénomènes, il faut 4 lignes d'équations pour les écrire, pour arriver à répondre à quelque chose, à arriver à un résultat qui est cohérent entre le calcul et la mesure. Je dis, mais quel est le sens de ça? Il m'a dit, aucun, simplement, ça marche. C'est la machine qui modélise. Ce n'est plus l'homme qui modélise, c'est la machine qui modélise. Et il a reconnu que c'était un vrai problème, mais qu'aujourd'hui, on n'a plus le temps de réfléchir suffisamment pour élaborer une théorie comme ont eu le temps de faire Einstein et puis les pères de la mécanique quantique comme Bohr, Heisenberg ou autres, qui ont eu 15 ans ou 20 ans de réflexion libre pour arriver à élaborer cette loi de la mécanique quantique. Ça sera une impasse.
Ça sera une impasse. Un jour ou l'autre, on va tomber sur une impasse. Un jour ou l'autre, on va tomber. On est déjà tombé sur la non-détection des WIMPs, par exemple, pour la matière noire. Ça, d'accord. Là, on est en train de se rendre compte. Les derniers articles montrent que, par exemple, l'énergie noire, de plus en plus, on se dit que l'énergie noire, il va peut-être falloir revenir à l'idée d'Einstein que cette énergie noire, c'est peut-être l'éther de l'espace-temps. Alors là, j'ai vu ça dans un article, vous avez ça dans Pour la science de ce mois-ci, où il commence à reparler de ça. Donc ça veut dire qu'on revient aux fondamentaux, parce qu'on est sec. Ça fait 30 ans qu'on réfléchit sur la question et qu'on n'a pas le début de commencement d'une réponse. Donc là, on commence effectivement à revenir sur des fondamentaux, sur des questions, sur le tiroir aux questions qu'on commence timidement à le rouvrir en disant il faut peut-être falloir y aller. Mais on est dans un monde tout à fait fascinant dans lequel la science est figée et c'est la technologie qui progresse. Et on se dit que la science progresse parce que la technologie progresse. Non, la technologie progresse, mais la science, elle est figée. Elle ne bouge plus. Quasiment plus. Si en biologie, ça bouge encore, bien sûr, forcément, mais en physique, ça ne bouge plus du tout. Ça fait depuis 1950 que ça ne bouge plus. Donc, ça veut dire qu'avec des équations mathématiques très complexes, avec plein de correctifs, on vous annonce des choses qui sont probablement fausses. Oui, mais ça marche. Ah oui, ça marche, non. Ça marche. On sait expliquer ce que le phénomène au jour le jour. Oui. On sait l'expliquer avec des termes correctifs, mais ça n'a plus de sens dans le sens général de la loi. Donc, aucun sens prédictif. Non, mais ça rapporte par contre. Oui, d'accord. Les crédits marchent. Ben oui. On fait de la techno, on ne fait plus de science, on fait de la technologie. Mais le cerveau humain, il est au repos pour l'instant. Pour l'instant, il est perdu dans le métavers de Facebook. Voilà. C'est bien, c'est d'avoir en direct, quand on est sur la Zoom, autant interrompre un peu, je veux dire, qui est une chose de dialogue.